Bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc Evelyne et moi-même avons le privilège d'introduire ce colloque en l'honneur de Jean-François Richard. Et on veut vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et qu'on remercie tous d'avoir répondu présent et d'être parmi nous aujourd'hui. On sait tous que Jean-François a marqué plusieurs générations de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, que c'est vraiment une figure de proue de la psychologie en France. Et c'est l'occasion, pendant ces 2 jours, un petit peu de palper, même si ça sera de manière loin d'être exhaustive, cette influence. Et donc je passe la parole à Evelyne. Oui, peut-être revenir un petit peu sur l'histoire de cette manifestation. Alors il y a déjà de nombreuses années, je crois que ça doit faire 6-7 ans, qu'avec Emmanuel, on avait l'idée de programmer une manifestation en l'honneur des travaux de Jean-François Richard et qui se tienne dans son université où il a passé la plus grande partie de sa carrière. Et le temps passe, et puis plus nous vieillissons, plus le temps passe vite. Et en fait, on est vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir pu concrétiser ce souhait partagé qui voit le jour, je dois le dire, grâce à vous tous, parce que vous êtes présents, grâce aux conférenciers qui nous ont fait l'honneur d'intervenir dans ce colloque, et puis grâce aussi à toute l'équipe ici du comité d'organisation. On a fait les choses un peu à distance, donc c'est intéressant. Internet, c'est bien. Et nous souhaitons en fait que ces 2 journées soit riche donc en échanges intellectuels, mais aussi en échanges affectifs et émotionnels, et que ce soit l'occasion en fait de fêter ces retrouvailles, cette grande famille autour de Jean-François Richard. Alors peut-être. Peut-être pour remercier vraiment parce que on a lancé le mouvement, mais ce qui fait ce mouvement, ce sont vraiment les différentes personnes qui l'ont rendu possible. Alors, en premier lieu, tous les intervenants, et on doit dire que lorsqu'on a lancé cet appel, on n'a eu que des réponses positives et enthousiastes, donc c'était vraiment très très fort pour nous de voir à quel point finalement ce moment était attendu. Donc merci à tous les intervenants. Merci aussi à ceux qui nous ont vraiment épaulés pour l'organisation. Alors parmi nos collègues, en particulier à Paris 8, Sabine Guéraud et Jean-Marc Meunier, et puis à Rouen, Bruno Vivicorsi. Et puis parmi les doctorants, Valentine Chaillet, qui a beaucoup participé et qui notamment a organisé les différents moments de pause. Et puis Bruno Martin, grâce à qui on a pu avoir un très beau site qui permet de mettre en valeur la conférence et qui s'est aussi beaucoup impliqué. On remercie Patrice Masclot qui est présent et grâce à qui nous aurons la possibilité de garder trace de ces journées, de ces moments importants. Et puis, on peut dire aussi que cette manifestation a été rendue possible grâce au soutien de nos universités, un BQR qui a été dédié à ce colloque pour l'université Paris 8, et puis également des subventions spécifiques pour l'université de Rouen. Je voudrais aussi remercier, ça sera peut-être la transition pour leur donner la parole, Marie-Carmen Castillo, la directrice de l'UFR, et Mario Barra-Robert, le président du conseil scientifique de l'université, d'avoir bien voulu être présent et participer à l'ouverture de ce colloque. Donc on s'apprête à vivre des moments très forts tous ensemble, et je pense qu'on en a assez dit, que c'est le moment de passer la parole. Mario. Merci. Bien,
normal, bon, merci beaucoup d'être venu, surtout parce que je suis surpris, hein. On a fait les plats, c'est bien. Hein. Et bon, dans ce type de circonstances, j'essaie d'éviter le discours institutionnel un peu trop comment dire, galvaudé. Et j'essaie plutôt, au lieu de me faire faire une petite fiche de ce que je peux dire de la personne concernée ou de la chose, j'essaie de me faire mes propres idées. Et alors, c'est vrai que c'est agréable, parce que j'ai vu le programme, de voir des gens que je connais, parce que j'étais directeur d'une école doctorale qui rassemble les psychologues de Paris 8, de voir du coup que ce que je perçois comme des entités différentes apparaissent ici, dans ces colloques, ce qui vraisemblablement veut dire quelque chose. Le fait que des gens qui à présent ne sont pas complètement reliés par moi dans ma façon de voir la psychologie à Paris 8 apparaissent ici ensemble et autour des choses autour des objets qui me semblent un peu particuliers pour l'idée que je me suis faite avant. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que, si vous voulez, lorsqu'on regarde ces programmes, on a l'impression que des fois, comme si il y avait un courant qui faisait que les psychologues d'horizons différents, cognitivistes ou autres, ou qui font plutôt de la modélisation, etc., et s'attaquent à des sujets comme les sciences de l'éducation, donc ils commencent à entrer dans le terrain des sciences de l'éducation. Une vision actuelle des choses pourrait faire penser ça. Donc, du coup, les psychologues qui modélisent, qui travaillent avec des méthodologies plus affinées, qui n'existaient pas il y a quelques lustres, commencent à marcher sur l'assiette des gens des sciences de l'éducation et à leur dire comment faire. On pourrait se faire cette idée. Je dis qu'on pourrait se faire cette idée. Et donc, ce qui m'est venu à l'esprit, après avoir réfléchi aussi à une autre idée, l'idée qu'actuellement l'université se demande comment investir les résultats de la recherche dans la propre université. Est-ce que ce n'est pas le moment? À présent, on se pose des problèmes comme pour le numérique. Est-ce qu'on a tout ce qu'on fait sur le numérique, on ne pourrait pas l'investir sur le fonctionnement de la propre institution? Eh bien, des choses qui semblent être récentes. Du coup, j'ai fait une petite enquête et on va jouer aux devinettes. Et je prends un texte. C'est jouer aux devinettes. Un texte qui parle des objets de recherche et un texte qui a plus de 40 ans. Un texte qui a plus de 40 ans et qui dit, je me permets d'être un peu longué, mais ça vaut le coup. L'objectif général des recherches porte d'une part sur l'étude des processus d'acquisition, d'autre part sur les moyens pédagogiques appliqués dans le cadre du contrôle continu des connaissances. Les recherches ont été envisagées sur plusieurs perspectives. A. Étude du rôle didactique qui peut jouer le contrôle systématique des connaissances et des capacités. Donc, les hypothèses qui servent de ligne directrice à ces travaux et qui reposent par ailleurs sur des recherches de psychologie expérimentale fondamentale sur les processus d'apprentissage sont que le contrôle agit sur l'étude à travers des trois modalités. Première, une information fournie au sujet sur son niveau. Deux, une information sur les objectifs cognitifs qui lui sont proposés. Une modification des motivations cognitives du sujet. Est-ce que le texte vous dit quelque chose? Ce texte vous dit quelque chose? Je sais pas, c'est pas du gagné, non? Attendez. C'est pas gagné. B. Étude de l'aide apportée à l'étudiant par des exercices programmés. On a commencé à élaborer un ensemble d'exercices programmés sur les cours de méthodologie donnés aux étudiants de l'UR Psychologie et Sciences de l'Éducation sur les 2 premiers semestres. Bon, je saute et après, point C. Enquête sur les non-bacheliers inscrits à l'UR Psychologie et Sciences de l'Éducation, où il est dit que les résultats seront, dans un second temps,
utilisés pour adapter éventuellement les méthodes d'enseignement à ces catégories d'étudiants et leur offrir de meilleures conditions d'orientation et de soutien dans leur étude. Par ailleurs, des recherches sont entreprises sur les thèmes suivants: plan et prise d'information, contrôle des connaissances et prise d'information, essai d'évaluation de la complexité d'un raisonnement, étude de sa rétention, mode de présentation et prise d'information, modalité d'exploration et prise d'information, rédaction d'exercices programmés sur les statistiques descriptives, temps passé en réponse construite aux choix multiples. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est, on va dire, en période pré-cognitif, pré-joujou, pré-tout. Hein? Ça date de 1972. Hein? C'est une petite brochure qui s'appelle Paris 8 Recherche. Le texte est signé Jean-François Richard, responsable. Et le titre, c'est Recherche psychologique sur les apprentissages et la didactique. Comme quoi, oui. Comme quoi. Et après cette lecture, on comprend beaucoup mieux le programme de ce colloque. Et on comprend que les sciences de l'éducation ne sont pas envahies par les psychologues avides de nouveaux sujets, hein, mais que c'est le déroulement naturel et fédérateur et d'un programme de recherche qui date de 40 ans, fondé il y a 40 ans. On soupçonne donc qu'il y a des collègues à présent d'horizons très différents qui ont été disciples du même maître. Je me suis dit, hein, peut-être. Et surtout, pour finir mon intervention, je tiens à signaler qu'à la lecture de ce petit texte, et au vu de où on est, je tiens à féliciter un collègue, et à exprimer même ce qui pourrait être une envie, certes saine, mais quand même envie, ou jalousie qu'on voudrait, de voir qu'un programme de recherche bâti, construit il y a 40 ans, a donné tellement de fruits partout, dans tout ce qu'il annonçait, dans tous les domaines, un peu même, comment dire, d'anticipation. Les objets qui existent à présent et les technologies qui existent à présent n'existaient pas, mais étaient comme anticipés un peu dans ces programmes. Donc il manquait, c'est comme Star Wars, non? Il fallait attendre que la technologie arrive, mais les idées étaient déjà là pour pouvoir faire la chose. Et donc voilà, j'aimerais finir sur ce point, c'est-à-dire de féliciter à quelqu'un qui peut se dire à présent, au bout de quelques années de travail au service de la recherche, que les objectifs conçus il y a 41 ans ont été plus ou moins atteints. Donc les félicitations. Si vous me permettez, là, je peux dire un mot, là. Ah ben, c'est Je pense que c'est ce que j'ai écrit là, c'était pour un programme de recherche pour lequel nous avions été soutenus justement par le ministère, parce que c'était une très bonne époque à ce moment-là, parce que c'était le moment où commençait l'enseignement assisté par ordinateur, puis après 68. Donc, il y avait un certain nombre d'idées nouvelles. Mais ce que je dois dire, c'est que les idées sur l'apprentissage sur lesquelles était bâti mon projet, eh bien, c'est ces idées-là que j'ai complètement révisées dans les 30 années qui ont suivi. Et maintenant, ce que je réécrirai, les objectifs restent les mêmes, c'est ça. Mais les méthodes et les concepts sur lesquels sont basés les apprentissages sont complètement différents. Et c'est vrai que d'une certaine façon, il y a une contradiction entre ce programme et puis il n'est pas question de dialoguer. Et là, mais ça c'est quelque chose qui apparaîtra au cours du colloque, que effectivement ce qui a été fait après disons ces années 68, l'ouverture de Vincennes, c'est parti en partie sur des bases complètement différentes de celles des conceptions qu'on avait avant sur l'apprentissage, et que bon, j'ai quand même partagé très largement.
Non, mais juste, évidemment, heureusement que les concepts ont évolué, les idées ont évolué. C'est justement ce qui est un vrai programme de recherche. On a des objectifs et on évolue. Mais les objectifs, ce qui est intéressant, c'est que les objectifs étaient tracés et qu'on n'a pas perdu, on ne s'est pas dispersé. C'est ça que je voulais bien dire, évidemment. Pas que ça n'a pas évolué. Oh, bien. Voilà. Voilà, Carmen Castillo. Bien, mais Jean-François Richard, laissez-moi vous dire toute l'émotion qui est la mienne de vous voir et d'être aujourd'hui en position de vous rendre hommage. Je suis vraiment très très honorée de pouvoir vous marquer ma reconnaissance. Et donc je voudrais faire un hommage au personnage institutionnel, puisque nous qui sommes ici aujourd'hui, qui faisons partie de l'UFR de psychologie, c'est à lui en grande partie que nous le devons. C'est lui qui a bâti notre UFR. Et puis je voudrais aussi rendre hommage à l'homme, parce qu'à la fois, en tant que directrice du UFR, je prends tous les jours conscience de la trace et de l'empreinte profonde que vous avez laissée au sein de notre UFR. J'ai été étudiante dans l'UFR de psycho, j'y ai été vacataire administratif sous votre direction quand vous étiez directeur du UFR. Et je dois dire que tous ces rôles successifs n'ont fait qu'augmenter l'admiration que je vous ai toujours portée, bien que je me sois dirigée vers la psychologie pathologique plutôt que la psychologie cognitive. Mais moi, de mon temps, la psychologie cognitive, c'était Jean-François Richard, porté aussi par une équipe. Et vraiment, je pense que vous avez su donner à notre UFR une identité remarquable qui la place aujourd'hui, je pense encore, en concurrence, puisque c'est la mode des concurrences, avec beaucoup d'autres écoles de pensée. Donc, on vous doit tout. Et au-delà de ça, j'ai toujours apprécié chez vous cette exigence. Dans toutes vos missions, vous avez laissé la même marque, celle d'une grande exigence, d'un idéal allié à une attitude toujours très humaine et très encourageante. Ce n'est pas étonnant si la plupart de vos doctorants sont aujourd'hui dans de hautes fonctions. Je pense à Jean-Marc, Emmanuel et tant d'autres que j'oublie certainement. Cette loyauté humaine, je pense, se retrouve assez bien. Je revois vos anciens collègues, Anne, Jacques, Sébastien, Janine, Gérard, tous ces gens qui ont aussi porté l'UFR avec vous. Et pour moi, c'est vraiment ça, la marque Jean-François Richard. Toujours souriant, toujours tranquille, mais habité d'une conviction et d'une ténacité qui ne pouvait emporter que l'adhésion. Il a décliné sa passion dans tous les domaines parce qu'il a été un chercheur remarquable, et là je suis moins placée que d'autres pour pouvoir vraiment en donner tous les enjeux, mais en tout cas dans toutes les activités, qu'elles soient administratives, directeur de laboratoire, il a fabriqué des objets, il a fabriqué des carrières, il a fabriqué des objets de pensée qui sont aujourd'hui extrêmement vivaces. Donc je dirais que un enseignant, c'est celui qui donne des cours, et un maître, c'est celui qui donne l'exemple. Et pour moi, vous êtes un maître plutôt qu'un enseignant. Et en tant qu'enseignante, j'aimerais bien pouvoir peut-être un jour aspirer à cet idéal que vous avez su nous donner. Pour finir sur une note moins émue, je suis très émue, je vous l'avoue. J'ai lu, je me suis dit, bon, est-ce que je prépare aussi, je reprends les dates, clés, etc. Puis je me suis dit, non, j'ai plutôt envie, moi, de vous donner cette image, parce que quand je suis arrivée dans cette université, j'étais en DUG à l'époque, et très vite votre nom a circulé. Et donc, quand on lit la description un peu froide du laboratoire, donc Jean-François Richard s'intéresse à la modélisation des raisonnements en situation de résolution de problèmes dans le cadre d'un modèle d'idées contraintes qui suppose que la résolution est un compromis entre trois types de contraintes liées à l'interprétation de la situation, aux connaissances possédées sur la situation, aux buts afférents et aux heuristiques générales d'action de la vie quotidienne. Voilà. Et je vous donnerai moi la définition que l'on donnait, puisqu'à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, les étudiants choisissaient leurs enseignants. Moi je m'étais trompée, je vous avais pas choisi. Mais tous les étudiants me disaient, ah mais il faut absolument que tu ailles avec ce prof si gentil qui est passionné de la tour de Hanoï. Et j'ai associé toujours Jean-François Richard à Monsieur Tour de Hanoï, c'était un peu votre surnom que nous autres étudiants. Donc je m'en tiens là parce que les hommages c'est toujours fatigant et je pense que place plutôt maintenant à la science, et vraiment chapeau bas. Je crois que nous pouvons remercier profondément vraiment Jean-François Richard de ce que nous sommes aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, c'est une super ouverture. Et je vais faire une autre. Bon continuation.